Jour. Macaron. Petit gâteau. Croissant. Toilette. Écharpe. Rouge. Maillot. Buffet. Bonnet. Soutien. Lingerie. Maquillage. Abatture. Bâton. Casserole. En français. Votre goûter parfumé à la langue française. Salut tout le monde, comment allez-vous? Voilà, soyez les bienvenus à cet nouvel épisode. En fait, je suis très ravi d'être là, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Mais avant de vous la présenter, j'aimerais vous souvenir d'aller nous aider dans notre campagne dans le site Apoia-se. Notre campagne pour maintenir le podcast, on a besoin de $150. Et nous avons créé cette campagne de budget collaboratif et j'espère que ça marche. Bon, ça marche déjà et il y a des gens déjà qui ont commencé à faire le don. Et voilà, si vous pouvez nous aider avec 5, 10, 20 reais, ça sera très, très bienvenu. Je vais vous laisser le lien ici sur la description des plateformes et aussi sur YouTube. Je ne sais pas comment vous nous écoutez, mais voilà. Alors, soyez les bienvenus et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Caroline Porpino, plus connue sur Instagram à travers son profil Français décolonial, si on va traduire le terme. Bon, si vous ne connaissez pas encore la page, allez vite, jetez un coup d'œil, @Français décolonial. Et voilà. Salut Caro, comment ça va? Ça va bien et toi? Merci pour l'invitation. Je suis très ravie d'être ici pour partager avec toi et tout le monde sur des sujets très intéressants qui font partie de ma vie. Et voilà, je suis un peu nerveuse, mais ça va aller. Oui, voilà, pas de stress. Hein. Bon, Caro, on commence toujours ici le podcast avec la première question, que c'est: qui es-tu à la queue de la boulangerie? Bon, d'abord, je m'appelle Caroline Porpino. J'ai 28 ans maintenant. Mon signe du zodiaque est Balance. Oui. Balance, mais je suis presque Scorpion aussi parce que je suis née dans la transition. Je suis professeure de français et littérature francophone. Je m'intéresse à la littérature créole, je peux dire de cette manière, des Antilles. Quand je dis Antilles, je dis Guadeloupe et Martinique, les Antilles françaises. Je suis passionnée pour la musique antillaise en créole et tout ce qui concerne les Antilles françaises, donc l'histoire, la culture, la nourriture, l'environnement, peu importe. Et j'aime dire que je suis la brésilienne la plus antillaise qui existe. Je pense que je peux me donner ces qualificatifs parce que tout ce que j'ai fait dans mon quotidien a un rapport avec les Antilles. Donc, j'écoute la musique antillaise tous les jours, plus en créole qu'en français. Et wow. J'étudie la littérature des Antilles aussi. Enfin, c'est un peu ça. Ah, super, hein? Et cette relation avec le créole, c'est incroyable en fait. Et tu as étudié le créole aussi au milieu de cette expérience que tu as eue aux Antilles? Non, je n'ai pas eu l'occasion d'étudier, mais j'ai commencé à comprendre un peu la langue parce que les personnes qui j'avais contact savaient le créole vraiment oral de la rue, etc. Donc, j'ai pu comprendre quelques aspects, apprendre par exemple les plus gros mots en créole, j'ai appris, mais je ne vais pas reproduire. Après, je parle à toi en off. Ah non, pas de souci, hein. Tu peux parler à tout le monde ici si tu veux. Ah non, je veux rester un peu, comme j'ai pu dire, professionnelle. Oui. Je ne peux pas dire ça, mais bon. Et des autres aspects de la culture créole qui sont très intéressantes. Par contre, je comprends un peu, très peu. Je peux dire que je comprends les A0 de la langue créole parce que j'écoute de la musique. J'ai des dictionnaires chez moi. Je viens d'acheter 2 dictionnaires.
Un qui c'est un dictionnaire comparatif entre les créoles de la Guadeloupe et les créoles de la Martinique. Et aussi un dictionnaire qui c'est très important pour les études, qui c'est un dictionnaire, je ne me souviens pas qui a fait, mais c'est un dictionnaire en créole, c'est créole français, il y a la couverture rouge. Pour les personnes qui étudient le créole, vraiment, c'est un dictionnaire très important. Et moi, j'envisage continuer mes études en langue créole, de faire un cours universitaire, je ne sais pas, ou apprendre avec mes collègues que j'ai connus aux Antilles, qui sont des professeurs de créole. Bon, en fait, je pense que dans un moment donné dans ma vie, je vais abandonner le français et je vais rester avec seulement le créole, je ne sais pas. C'est mon désir, mais je ne sais pas. Mais en fait, ça m'étonne. Donc, il y a des cours formels des créoles. Ça, c'est voilà, oui. Mais plus dans l'université, il y a des formations de professeurs de créole, la licence, le master, le doctorat, et aussi dans les écoles. Je pense que de la France métropolitaine, aussi dans les Antilles ou des autres outre-mer, parce que si on parle de créole, je parle spécifiquement de Guadeloupe et Martinique parce que ce sont les territoires qui m'intéressent. Mais le créole n'est pas seulement parlé en Guadeloupe et Martinique. Il y a le créole de la Guyane française, il y a le créole de la Réunion, il y a le créole, si je ne me trompe pas, de Mayotte, aussi, et aussi des autres pays qui ne parlent pas français, mais qui parlent portugais. Il y a des autres créoles. Donc, c'est très important aussi de parler que la France n'est pas un pays monolingue, comme on pense que le Brésil, notre pays, est aussi un pays monolingue. Ça n'existe pas, ça, c'est pas vrai. J'ai eu l'occasion de lire quelque chose qu'il y a un créole bien à l'extrême nord du Brésil qui s'est composé avec des mots en portugais, bien sûr, des mots du créole guyanais et aussi des autres langues autochtones, si je ne me trompe pas. Donc, le créole, peut-être, il y a des créoles aussi dans notre pays qu'on ne connaît pas. Et je crois que ça, c'est une façon de montrer que le monolinguisme n'existe pas en aucun lieu du monde. Oui, voilà. Et en fait, si je ne me trompe pas, j'ai déjà lu qu'au Brésil, nous avons plus de 200 langues autochtones. Hein. Exact. Et on pense qu'il n'existe que le portugais. Exact. Et donc, ça, c'est un grand mensonge de la colonisation, je crois, cette position. Une langue, une culture, et ça, ce n'est pas la vérité parce qu'on sait que notre société, la société brésilienne et la société antillaise aussi, sont des sociétés qui je vais utiliser les mots de Confiant, Chamoiseau et Bernabé, dans l'éloge de la créolité, sont des sociétés créoles, sont des sociétés métisses, sont des sociétés hybrides. Wow, super. Très, très beau mot, je ne connaissais pas. Bon, moi, parce que tu m'as intéressé avec cette conversation déjà, et j'aimerais savoir, parce que les connaissances que j'ai, très, très, très peu même, des Antilles et de la France d'outre-mer, je vais avancer un peu, mais c'est à travers la lecture que j'ai eue d'un livre justement, tu as déjà parlé son nom, de Patrice Chamoiseau, que c'est Une enfance créole, le 2e tome, que c'est justement Chemin d'école, dans lequel il va raconter cette expérience d'apprentissage dans l'école coloniale même, française. Et dans cette école, ils étaient interdits de parler créole. C'est ça qu'il va raconter. Hein. Je pense que tu connais le livre, mais je vais raconter à ceux qui nous écoutent. Hein. Bon, en fait, je vous recommande d'aller lire parce que c'est très, très, très beau. Son écriture, c'est incroyable. Mais c'est très joli. Il commence le livre, le premier, parce que le livre est divisé en 2. La première partie s'appelle Envie. Parce qu'il regardait ses frères aller à l'école et il avait trop envie d'aller à l'école. Il avait ce désir énorme d'aller à l'école, d'être comme ses frères et tout, ses frères et sœurs. Hein.
Et là, il imaginait qu'il écrivait, il avait une envie très grande d'écrire. Mais après, la deuxième partie, c'est quand il va, enfin, finalement, il va à l'école, mais cette deuxième partie s'appelle survie. Parce que quand il y entre, c'est terrible. Il doit survivre à l'école parce qu'il ne peut pas parler créole. Il est obligé de parler français. Il ne dominait pas la langue française. Il est obligé de faire un tas de choses que ce n'était pas normal. Et maintenant, tu me lances là, tu me balances le fait qu'il y a des cours formels de créole. Donc, tu sais si dans l'école, cette interdiction, elle a déjà changé aujourd'hui. Comment fonctionne cette école en Martinique? Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'avoir ces contacts, mais comment c'est cette relation? C'est la même parce que je pense que le livre elle est déjà un peu daté, mais l'école, elle est encore coloniale comme ça en Martinique ou déjà ils ont réussi à changer un peu ça? Ça, c'est un sujet très intéressant. Je ne vais pas dire exactement que oui, c'est une nouvelle école, l'école antillaise, et elle a changé. Qu'est-ce que je peux parler de l'école française dans les Antilles? J'ai connu très peu, mais je sais que en Guadeloupe, et à l'école où je travaillais, les deux écoles où je travaillais, il y avait l'enseignement de créole à l'école. Comme c'était des lycées, donc au lycée, il y a l'enseignement de créole. Et ça m'a étonnée et en même temps, j'étais vraiment ravie parce que je voulais aussi apprendre le créole, mais je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, de suivre les cours à l'école. Et quand j'ai su cela, quand j'ai vu qu'il existait cette discipline dans l'école antillaise, qui c'est aussi une école française, ça m'a rendue très heureuse parce que je vois que même si on sait que le créole, c'est une langue qui a souffert et continue à souffrir beaucoup de préjugés parce que c'est une langue qui a émergé dans la société des plantations de les Antilles. Elle commence à avoir un statut au fur et à mesure d'avoir plus de valorisation, de reconnaissance, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont lutté et encore luttent aujourd'hui pour que la langue créole soit dans les écoles, qui aille une formation pour les professeurs de créole, qui est des professeurs de créole dans les écoles, dans l'université, en train de faire ses études, de faire des recherches. Si on parle d'une autre personne très importante, Raphaël Confiant, qui est aussi un écrivain martiniquais, il était professeur universitaire de créole. Il a fait des dictionnaires de créole martiniquais. Donc, on voit que ces personnes-là ont fait de gros travail pour cette valorisation de la langue créole. Je parle aussi d'une linguiste très importante de la Guadeloupe, qui c'est Dany Bebel. J'ai son livre qui s'appelle Langue créole, force jugulée, qui dans ce livre, elle dit vraiment comment la France a utilisé ces instruments pour diminuer la langue créole, pour qu'elle ne soit pas à l'école, pour interdire les habitants antillais de parler le créole, pour dire que, ah ouais, ces enfants, ils ont un échec scolaire parce qu'ils parlent créole, et la langue créole, ce n'est pas une langue importante, c'est la langue des vieux nègres, des personnes qui ne sont pas bien cultivées. Et donc, j'ai cité deux personnes que j'ai connues un peu plus, deux écrivains qui ont lutté pour la valorisation du créole. Donc, quand je vois que dans l'école française, il y a l'enseignement du créole, je vois qu'il a commencé un changement. C'est un changement social parce que l'école, c'est un instrument de l'État. Et s'il est dans l'école de l'État, il montre qu'il y a un peu de valorisation, qu'il a reçu un statut de... Oui, c'est une langue. Par contre, si on voit dans les sphères des politiques linguistiques, le créole n'est pas reconnu comme une langue officielle.
la langue de la France, c'est le français. Donc, on voit il faut avoir une lutte, continuer une lutte pour que ces langues soient reconnues vraiment comme langue du pays ou de la civilisation, entre guillemets, française, et etc. Par contre, en revenant sur le point que tu as parlé de l'école, comme j'ai dit, les choses ont changé. Par contre, je pense qu'il y a encore cette mentalité que le créole est une langue moins importante que le français, parce que j'ai eu l'occasion de regarder en interview à la France métropolitaine. C'était une journée de commémoration de la langue créole. Je pense que ça a été la fin d'octobre. Il y a du mois créole, donc il y a des célébrations de la culture créole dans la France métropolitaine, dans les Antilles et des autres départements. Qu'il y avait une fille qui a été interviewée, elle avait moins d'âge que moi, je pense qu'elle était une adolescente, et elle a ses parents qui sont d'origine antillaise, et elle a dit, je ne sais pas parler créole parce que mes parents ne m'ont pas appris. J'ai dit, encore aujourd'hui, on est dans l'année, c'était l'année dernière, 2021, il y a encore des parents qui continuent à soutenir ce discours, que c'est un discours raciste envers la langue de ses ancêtres. Donc, en même temps qu'il y a, je peux dire, ces rapports de force, cette lutte, je pense que beaucoup de choses ont changé. Si on voit sur Instagram, par exemple, il y a un influenceur il a fait des études en créole à l'université. Je pense qu'il a le master en créole, il s'appelle Cogicho, je pense. Et il est toujours en train de faire des publications pour parler de la langue créole, pour lutter pour cette valorisation. Il a plusieurs abonnés. Et je vois qu'il y a une jeunesse qui, même si ce n'est pas l'idéal, je vois qu'il y a une jeunesse qui lutte pour la valorisation de soi, qui sait utiliser la langue créole dans le quotidien, dans la musique, dans les écrits, dans la littérature. Il y a beaucoup de productions en créole. Par exemple, comme j'ai dit, Raphaël Confiant, ses premiers 5 livres, il a écrit en créole. Só que après, il a laissé tomber, mais bon. Ce que je suis en train de dire, il faut continuer à lutter pour la valorisation du créole. Donc, il y a des gens qui ont pris conscience de ça et luttent pour ça. Et donc, je crois que les choses changent. L'école antillaise, l'école française, peut-être, elle est en train de changer. Mais je pense que le changement sera effectif vraiment quand la France reconnaît que le créole, c'est une langue du pays France. Wow! Oui, c'est incroyable. Bon, je pense que c'est important qu'on contextualise un peu, parce que peut-être il y a des écouteurs qui ne comprennent pas cette relation France-Antilles et d'autres îles qu'il y a ou d'autres régions. Bon, en fait, la France... il y a la France que tout le monde connaît, la France européenne, la partie française européenne, oui. Mais il y a aussi la France d'outre-mer, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a plusieurs régions comme la Martinique, Guadeloupe, même ici, à côté du Brésil, il y a la Guyane française. En Océanie, il y a la Polynésie française. Donc, il y a la France a plusieurs territoires d'outre-mer qu'on appelle. Et bon, j'ai dit parce que tu me corriges si je parle des bêtises. Non. Mais il y a plusieurs territoires d'outre-mer qu'on appelle, qui font que c'est la France. Hein. Donc, c'est comme si c'est un État de la France qui n'est pas connecté au continent européen géographiquement. Donc, la Martinique et Guadeloupe, les Antilles, en général, c'est un exemple de ce type de territoire. Et pour cela, pour avoir la langue créole comme langue officielle, ça doit être la langue officielle de la France, pas la langue officielle des Antilles, parce que les Antilles fait partie de la France. Hein, donc, c'est ça l'enjeu. Hein. Ouais, c'est vraiment compliqué parce que
si la France reconnaît le créole, elle va reconnaître le créole de la Guadeloupe, de la Martinique, parce que ce sont des créoles qui ont des similitudes, mais sont des créoles différents de la Guyane française, de la Réunion, de la Polynésie et des autres langues aussi, parce que si on parle de la Polynésie française, là-bas, il y a plusieurs langues. Si on parle de la Réunion aussi, si on parle de Mayotte, si on continue à parler des territoires d'outre-mer, on va voir qu'il y a une diversité linguistique incroyable. C'est beau ça. Parce qu'on voit que ces mythes des puretés qui n'existent qu'une seule langue, ça n'existe pas. Ça, ce n'est pas la vérité. Et c'est de là où vient beaucoup bon, moi ici au Brésil, on a entendu beaucoup de personnes avec des phrases très racistes quand l'équipe nationale française a gagné la Coupe du Monde, qui avait plusieurs joueurs noirs. Et beaucoup de gens, j'ai entendu parler beaucoup de gens disant « Ah, mais l'équipe française n'a pas de Français, il y a seulement des Noirs maintenant. Ça, c'est pas des Français. » Je sais pas, c'est bizarre. Hein, ah bon raciste? Oui. Ah bon raciste? Voilà. Je vais seulement ajouter, quand tu entends une personne parler de ça, c'est parce qu'elle ne connaît pas la France vraiment, elle ne connaît pas l'histoire du impérialisme et de la colonisation française. Parce que la France a colonisé les Amériques, bien sûr, on a la Guadeloupe, la Martinique, si on voit Saint-Martin, Saint-Barthélemy, je vais citer quelques. Saint-Pierre-Miquelon, qui c'est proche du Canada. Si on voit la Guyane française, ici, Rio de Janeiro, on a été presque colonisé par la France. Ça existait, la France, comment ça s'appelle? La France antarctique, on était presque colonisé par la France. Il y a des autres territoires, l'Afrique. Donc, si on voit qu'il y a comme je puis dire, il y a des joueurs noirs, ça, c'est une représentation de la colonisation française. Donc, et on doit effacer de notre cerveau que les Français sont que les Blancs. Voilà, ça c'est parfait. C'est pas ça. Il y a des Français de toutes les couleurs, je vais dire de cette manière. C'est un arc-en-ciel, les Français. Donc, ça, c'est un mythe aussi. Voilà, parce que tout le monde dit que le Brésil, c'est un pays des métis. Mais voilà, la France aussi, hein, c'est un pays des métis. Acceptez ça. Oui, je peux dire qu'il y a des Amérindiens qui sont français. Voilà. Et en parlant un peu plus spécifiquement sur les Antilles, comment est apparu, je ne sais pas si tu sais, c'est pas grave, mais par exemple, comment a été créée la société? Il y avait déjà des peuples autochtones là-bas et la France, elle a apporté des main-d'œuvre esclaves aussi. Comment ça s'est passé, la colonisation même des Antilles? Tu sais un peu? Oui, je sais un peu. Ce qui s'est passé aux Antilles, c'est la même chose qui s'est passé au Brésil. Là-bas, il y avait les peuples autochtones ou les Amérindiens, je peux dire de cette manière, qui sont les Caraïbes, les Taínos, les Arawaks, sont des peuples originaires qui étaient là-bas. Et donc, la France, les Français sont arrivés, ont colonisé, ont massacré, parce que maintenant, il n'existe plus des Amérindiens aux Antilles. Il y a la mémoire, il y a des coutumes qui sont originaires des Amérindiens, comme, si je ne me trompe pas, la couture des maniocs. Les Antillais, ça, c'est une chose que, quand j'étais aux Antilles, j'ai découvert et j'ai trouvé ça superbe. Les Antillais mangent aussi tapioca, mais là-bas, ils s'appellent cassave, c'est cassave. Parfait. Pour nous, c'est tapioca. Donc, quand j'ai vu ça là, quand j'ai eu l'occasion de manger du cassave là-bas, j'ai dit, ça, c'est un héritage des Amérindiens. Là-bas, ils utilisent aussi l'hamac, qui est rede. Oui, ça, c'est une tradition amérindienne.
Donc, même si on a plus de peuples amérindiens aux Antilles, parce qu'ils ont été massacrés, exterminés, on voit sa présence dans les noms des lieux, dans les habitudes, dans la nourriture. Et comme j'ai dit, tout ce qui s'est passé au Brésil, c'est un peu pareil à ce qui s'est passé aux Antilles. C'est pour cela aussi que je constate que les Antilles et le Brésil ont plusieurs choses en commun. On a des traits, des éléments qui sont très pareils. Comme je peux dire, le fait qu'on mange cassave, tapioca, c'est la même chose. Donc, je vois qu'on a des rapports très proches. En ce qui concerne plusieurs éléments aussi, je ne vais pas citer parce qu'ils sont plusieurs. Mais aussi, si on parle du tambour, je vais parler du tambour parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'envisage d'étudier plus. Dans les danses traditionnelles des Antilles, si je parle du Goka de Guadeloupe et du Belé de la Martinique, l'élément central, c'est le tambour. Donc, le tambour, c'est un élément qui est présent dans la diaspora noire. On a le tambour ici aussi au Brésil. À Maranhão, il y a la manifestation du tambour de crioula, qui c'est bien proche, ça c'est mon avis aussi, du tambour qui est utilisé dans le Goka en Guadeloupe, que c'est une danse, c'est un rythme, qu'il y a un rapport avec la vie des esclaves. La danse, elle représente les sentiments. Il y a une danse pour quand on est triste, il y a une danse pour la récolte des cannes, il y a une danse pour célébrer la fertilité. Donc, je vois que même si on a perdu quelques éléments ici au Brésil, on a le tambour. Le tambour, c'est un élément que montre cette liaison qu'on a, parce qu'on est des afrodescendants comme les Antillais. Donc, on montre cet héritage africain dans notre culture et dans la culture antillaise. Oui, et cette relation des peuples africains avec la musique, elle est tellement belle que j'ai découvert cette semaine, je crois, qu'aux États-Unis, par exemple, le tambour a été interdit pendant l'esclavage. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tambour dans la musique afro-descendante nord-américaine. Mais par contre, ils ont créé le jazz. Parce que exactement. Et c'est pour cela que la voix des chanteurs et chanteuses de jazz est tellement puissante, parce qu'ils n'avaient pas le tambour comme centre. Parce qu'ici au Brésil, on a le tambour. Et je vois que, comme tu as dit, en Martinique et Guadeloupe aussi, le tambour qui guide le reste, hein, qui va donner le rythme, qui va faire la musique à partir du tambour. Mais aux États-Unis, c'est à partir de la voix, parce qu'ils n'avaient pas de tambour. Donc, ils ont commencé à chanter et là, leurs voix se sont devenues chaque fois plus puissantes. Ils ont créé le jazz et tout. Donc, c'est ça, hein? Nous, les Noirs, on va chanter, on va danser, la musique. Exact. C'est pas possible de nous là. Si je ne me trompe pas, il y a eu un moment historique que le tambour aussi a été interdit aux Antilles. Mais les Blancs, on dit, je pense que c'est mieux que... Oui, ils ont changé, je pense que les matériels du tambour, mais les Noirs se sont appropriés de nouveau du tambour et ça a continué parce qu'il y avait, comme je peux dire, je pense que je ne me souviens pas trop de cette histoire, mais j'ai lu quelque chose sur ça, c'est pour cela que je suis en train de dire. Mais c'est bien que ils ont continué, même si a changé un peu les rapports, les matériels, tout ça, le tambour est encore vivant. Le tambour fait partie de la tradition des Antilles. C'est un élément de résistance dans les manifestations qu'il y a eu aux Antilles dans quelques années auparavant. Toujours quand il y a des manifestations, ils utilisent toujours le tambour. Le tambour fait toujours partie des manifestations. Donc, je vois vraiment l'importance du tambour comme un élément de résistance, de marronnage, etc.
Oui, c'est très beau. Et ici au Brésil aussi, on a cette idée du tambour qui a été incorporée, je peux dire, ou transformée aujourd'hui. La base du funk, c'est le tambour. Hein? Oui, 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 Le j'ai rythme de ça. base, c'est un rythme de tambour, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui c'est plus électronique et tout, mais c'est un tambour, là, le rythme. Et c'est ça, hein, Oui, il est toujours présent. oui, oui. Donc ça, j'ai dit que le tambour, c'est un élément afro qui est dans notre musique. Il y a des gens qui disent que le funk, le jazz et des autres. Comme on est en train de parler de musique, je vais parler aussi de la musique des Antilles, parce que c'est un élément qui m'intéresse beaucoup. Aux Antilles, j'ai dit les Antilles françaises, il y a des rythmes très importants qui sont nés là-bas, comme les compas, excusez-moi, d'Haïti. Haïti, les gokas, excusez-moi, les compas, c'est très important aussi. Et il a été un buzz dans les années 80. Et les Antilles françaises, Martinique, s'est approprié de ces rythmes et ça fait partie aussi de leur culture. Parce que les Caraïbes sont toujours, il y a toujours des relations entre les Caraïbes, même si celles qui ne parlent pas français, mais il y a les créoles, et donc les gens ont des contacts. Et j'ai eu l'occasion de regarder une vidéo, c'est un documentaire qui s'appelle Martinique, la seconde maison, c'est le seconde territoire du compas. Et donc là-bas, il raconte l'histoire et l'influence du compas dans la musique martiniquaise. Et c'est très intéressant. Je te conseille de regarder aussi aux gens qui nous écoutent. Après, je peux aussi t'envoyer le lien pour que tu puisses partager. Oui, bien sûr. Et aussi, en parlant de Guadeloupe, deux secondes. Le compas, c'est un instrument, c'est un rythme, c'est quoi? Les compas, c'est un rythme. Un rythme. C'est un rythme haïtien qui il a une caractéristique très forte qui c'est la guitare. La guitare, c'est un élément plus important, à mon avis, dans les compas. Comme je peux dire, c'est un son très marquant, c'est un son très fort, la guitare dans les rythmes compas. Et si on parle des Antilles, de Guadeloupe et Martinique, c'est là-bas qui a émergé les rythmes zouk. Je ne sais pas si tu connais. Zouk, il a été créé aux Antilles à partir du groupe Kassav. Kassav, c'est aussi la galette de manioc et Kassav, c'est aussi le nom du groupe, un des groupes plus importants de la France. Malheureusement, nous, ici du Sud, je pense qu'on ne connaît pas trop Kassav, mais les gens du nord du Brésil peut-être connaissent. Et les Kassav, au-delà d'être un groupe musical, c'est une démonstration de résistance, c'est une manifestation culturelle, parce que à l'époque des années 80, je vais dire, la fin des années 70, 80, il y a eu ce mouvement de reconnaissance, d'affirmation identitaire. Et aussi, ça a permis que le groupe Kassav émergeait. Il a surgi dans ces années-là. Et ça que je trouve super, ils ont utilisé plusieurs rythmes qui sont écoutés dans les Antilles et ont créé un rythme propre avec toutes ces influences. Et donc, ces nouveaux rythmes, avec ces influences de ce qu'ils écoutaient aux Antilles, c'était les zouk. Et les zouk a fait les buzz dans le monde. Kassav a fait un gros succès. C'est encore un groupe très mythique. Et un autre aspect que j'adore, c'était qu'ils chantent des musiques en créole. Point. Ils ne chantent pas de musique en français parce que c'est une manifestation de leur culture.
C'est une façon de montrer la résistance et l'importance de la langue créole. C'est à partir du groupe Kassav, je parle de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu. Les créoles a gagné ce côté romantique parce qu'un des chanteurs, il était déjà mort, malheureusement, Patrick Saint-Éloi. Il a été le chroneur du groupe. Il a écrit des musiques très, très belles, des musiques romantiques. C'est lui qui a, je peux dire, introduit ce côté romantique dans la langue créole. Ils ont inventé des mots, ils ont utilisé de leur créativité pour donner, aussi pour valoriser la langue créole. C'est ça que je trouve super. Et à partir de cela, je crois qu'ils ont beaucoup contribué pour la diffusion de la culture créole autour du monde. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'écouter Kassav ici au Brésil, d'avoir des concerts. Ça, c'est dommage parce que si on écoute les musiques, on voit qu'il y a des éléments très similaires à la musique qu'on écoute ici. Et voilà, les zouk, c'est incroyable, j'adore. Et j'invite tout le monde d'écouter Kassav, tous les CD qu'il y a sur Spotify ou sur les autres plateformes. Parce que même si on ne comprend pas ce qu'ils disent, je crois qu'on réussit à identifier des éléments qui sont aussi de notre culture. C'est ça que je trouve super. Et aussi, une chose que j'adore chez Kassav, c'est que les groupes, ils parlent de tout. Ils parlent de la nature, ils parlent des mythes, ils parlent de leur histoire. Tout ça en chantant, comme on a les écrivains entiers qui parlent de soi dans l'écriture, on a Kassav qui parle de la société entière par la musique. Donc, ça, c'est enrichissant. Non, c'est parfait. Hein? Et j'adore ces pouvoirs de l'art, hein, de Moi aussi. dire les choses sans dire les choses. Voilà, tu peux m'interdire d'être qui je suis dans la rue et tout, mais à travers l'art, on y arrive. Hein? En racontant cette histoire, tu m'as fait penser à la chanson des Racionais MC, Nego Drama. Il a une partie dont il parle, il a une phrase très célèbre de cette chanson. Pour ceux qui nous écoutent qui sont francophones, Racionais MC, c'est un groupe de rap le plus célèbre, je crois, le plus célèbre groupe de rap brésilien. Il a, dans cette chanson, que c'est une des plus célèbres aussi, il a une phrase qui parle « Ton fils veut être noir ». Quelle ironie! Je suis entré par ta radio, je l'ai pris et tu n'as même pas vu. Donc, il parle de cette capacité de la culture d'entrer. Il a entré par la radio, il a montré la culture des Noirs, il a montré cette vie et tout. Et le fils d'une personne, parce qu'il se dirige en blanc, il a un fils d'un blanc qui va être noir parce qu'il écoute Racionais MC. Et c'est un peu ça, cette idée hein, de Kassav. Voilà. Très belle. Bon, et cette question, parce qu'on a parlé de cette question du français et tout, mais la question plus politique même, dans le sens des gens, même de Martinique et Guadeloupe, parce qu'une autre référence que j'ai de lecture, c'est Fanon. Ah ouais. Et, ouais, c'est classique, hein, mais... Tout à fait. Dans son livre la plus célèbre aussi, Masque... Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Il parle beaucoup des Antilles, hein, de cette relation des Antillais avec en face de la France métropole, hein, de l'Hexagone et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a... Bon, tu as déjà donné un exemple des parents qui ne laissent pas leurs enfants apprendre créole et tout, mais est-ce qu'il y a quelques types de mouvements, d'essais, comment je peux dire, des indépendances de la Martinique, de la France? Est-ce qu'il y a ce type de mouvement ou pas?
Encore et encore et encore, dans toutes les années, depuis la départementalisation, ça c'est un point historique que j'aimerais partager avec vous. Ce que, comme on sait, on est en train de dire, la France a colonisé les Antilles. Donc, jusqu'à 1946, les Antilles étaient des colonnes, je parle de statut juridique, les Antilles étaient des colonnes françaises. À partir de 1946, avec la loi de départementalisation qui a été apportée par Aimé Césaire, un grand écrivain martiniquais qui est considéré le père de la négritude, je vais dire entre guillemets, parce que je vais aussi ouvrir en parenthèse, parce que dans le mouvement de la négritude, il y a eu aussi des femmes. Il y a eu la Suzanne, j'ai oublié son nom, qui a été l'épouse d'Aimé Césaire, qui a fait partie aussi du mouvement. Il y a eu les sœurs Nardal, aussi, qui ont été très importantes pour le mouvement de la négritude, mais elles ont été effacées du mouvement parce qu'elles étaient des femmes. Donc, on doit aussi, comme je peux dire, repenser le rôle des femmes dans la négritude. On doit mettre en honneur cette femme qui a été très importante pour ce mouvement, qui a révolutionné notre regard, qui a fait que les Antillais et aussi tous les Noirs, les Afro-descendants, ont cette vision qu'on a un héritage africain, on est des Noirs parce qu'on est descendants des Africains qui ont été déplacés aux Amériques, etc. Donc, je ferme mon parenthèse. Aimé Césaire, il est très, très important pour cette politique qui a fait que les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion deviennent des départements d'outre-mer. Et à partir de 1946, elles ont changé cet statut. Donc, à partir de cela, étaient des départements. Donc, les personnes, les habitants de ces territoires ont commencé, au fur et à mesure, à avoir les mêmes droits que les habitants de la métropole, etc. Donc, j'ai oublié ce que tu m'as demandé. J'ai commencé à parler beaucoup plusieurs choses. Sur l'indépendance, le mouvement d'indépendance. Sur l'indépendance, voilà. Et je pense qu'au fur et à mesure que les gens voyaient que devenir français, ils étaient toujours des Français à part entière, n'étaient pas considérés comme des Français. Je pense qu'aussi avant ça, avant la politique de départementalisation, les gens ont vu que la France avait toujours ces rapports d'inégalité envers les Antillais. Donc, il y a toujours des luttes, des libérations, d'indépendance. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, à cause de la crise sanitaire qu'on a eue, les Antilles ont eu des soucis aussi parce que les habitants ne voulaient pas se vacciner. Ici, je ne vais pas parler mon avis sur ça parce qu'ils ont ces questions. C'est une culture qui a subi beaucoup d'exploitation, etc. Et donc, à cause de cette imposition, parce que le gouvernement français a imposé la vaccination aux soignants, etc., il y a eu un mouvement très fort de manifestation contre cette imposition et aussi un mouvement des gens qui ont voulu l'indépendance des Antilles. Il y a toujours un mouvement indépendantistes. Ça existe, ça va exister jusqu'au moment où, peut-être, dans un jour où nous ne serons plus vivants, que les Antilles seront indépendantes. Je ne sais pas.
Et aussi pour ajouter une autre information, en ce qui concerne les drapeaux, oui, les drapeaux des Antilles, c'est les drapeaux de la France. Mais les Antillais qui ont une conscience politique, ils utilisent des drapeaux différents. Le drapeau de la Martinique, c'est un drapeau noir, rouge et vert. Et le drapeau des Antilles, c'est un drapeau rouge, vert et avec une étoile. C'est un peu semblable au drapeau du Suriname, mais l'étoile est à côté gauche, si je ne me trompe pas, de la Guadeloupe spécifiquement. Donc, ce drapeau-là, il représente cette idée d'indépendance, ce vouloir, ce désir d'être indépendante. Et toujours, il y a toujours des manifestations contre la domination coloniale, je vais dire de cette manière, même si la colonisation n'existait plus, j'ai dit le système, etc. Il y a encore le colonialisme qui fonctionne aux Antilles, qui fonctionne ici au Brésil. Donc, il y a toujours des gens qui luttent contre ce pouvoir colonial qui est sur les Antilles. Oui. Et qu'est-ce qui empêche, en fait? C'est la France qui fait un effort? Parce que j'ai déjà entendu des gens parler, et je n'ai jamais vérifié ça, en fait, que, par exemple, les Antillais n'ont pas le moyen de se maintenir sans la France. Par exemple, moyen financier dans ces mondes capitalistes, même dans ces marchés. Je ne sais pas si tu es arrivé à étudier cela, mais tu penses que ça, c'est vrai? Quand je parle d'indépendance des Antilles, c'est un sujet très délicat. Je ne suis pas antillaise, donc comme je peux dire, j'ai un peu de... Comme je peux dire, j'ai oublié les noms, mais j'essaye de voir tout ce qui s'est passé par rapport à ce que j'ai étudié, j'ai connu. Oui, j'étais sur place, donc j'écoutais des Antillais. Oui, les Antilles dépendent beaucoup de la France. Beaucoup. C'est incroyable. C'est pour cela que j'ai dit que les rapports coloniaux existent encore. Donc, je pense qu'aux Antilles, il n'existe pas des fabriques vraiment. Tout ce qu'ils ont, c'est à partir des importations de la France. Et là-bas aussi, il y a cette question qu'ils paient beaucoup de taxes. La vie aux Antilles, elle est plus chère que la vie des habitants de la métropole. Tout aux Antilles, c'est plus cher. Donc, ça montre un peu aussi que vivre aux Antilles, c'est un peu plus compliqué que vivre dans la France métropolitaine. Et aussi, je crois qu'il y a un intérêt de la France de faire que les Antilles continuent à être dépendantes. Parce que... voilà, j'allais arriver à cela. Il Oui. me semble un projet politique même français. Tout à fait, On ne va pas mettre dans des prises ici parce que sinon ils seront dépendants. Exactement. Je crois qu'il y a cette question. Et aussi, il y a des autres éléments structuraux. Si on parle de la santé publique, si on parle de l'éducation, si on parle vraiment de droit, même s'il y a cette question compliquée d'être français, être antillais, être français, c'est une bonne chose. Tu as le droit d'aller en Europe, c'est cher, ok, mais tu es français, tu peux aller quand tu veux, si tu as l'argent. Et la monnaie, c'est l'euro. Hein. L'euro, c'est une monnaie qui a beaucoup de valeur dans notre société. Ouais. Ils peuvent étudier dans les universités françaises, qui sont des universités très renommées, très célèbres. Donc, je crois que cette relation Antilles-France, les Antillais, le gouvernement, l'État français, c'est très délicate parce qu'il y a les pour et les contre comme toute relation. Et je crois que, à mon avis, pour que les Antilles soient indépendantes, il faut avoir un projet, un bon projet.
des nations s'ils veulent devenir une nation. Et ça va prendre du temps, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Je vais citer un poème que ma professeure a travaillé hier dans le cours du master, du Ernest Pépin, qui c'est aussi un écrivain, un poète guadeloupéen, qui dit « Il faut parfois du temps pour... attends, je vais dire le nom. Il faut parfois du temps pour faire un pays. » C'est ça. Donc, les Antilles ne sont pas encore un pays, sont des départements. Donc, et dans les poèmes, il dit les pas à pas pour construire ces pays. C'est beau, c'est un poème extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Mais pour être un pays, vraiment, je dis dans les cas d'être indépendant, il faut du temps, il faut de la patience, il faut des stratégies pour devenir indépendant. Et donc, ça va prendre du temps. Il faut que la France aussi soit ouverte à cette perte. Parce que perdre les Antilles, ils vont perdre un morceau de terre qui ont une biodiversité incroyable. Les Antilles sont incroyables. Le Brésil, c'est beau. Les Antilles, à mon avis, c'est plus beau. Donc, ouais, parce que c'est un petit morceau de terre qui a une mer turquoise, qui a une biodiversité énorme dans un petit... C'est un petit point dans la terre, tu vois. Donc, à mon avis, c'est très compliqué de parler d'indépendance, mais en même temps, c'est très intéressant de parler sur ça. Oui, il faut faire tout un processus vrai, hein, de création d'emplois et tout. Et voilà. Mais c'est assez compliqué, je vois. Hein. C'est la même chose dans l'État brésilien. Comme les sudistes, ils veulent beaucoup se séparer du Brésil. Et c'est ça. Hein. Et ça, c'est bizarre parce qu'ils veulent se séparer du Brésil parce qu'ils ne se sentent pas brésiliens. Mais regardez où vous êtes. Aussi, cette question d'identité nationale, elle est très compliquée. Elle est très délicate. Parce que, oui, je suis brésilienne parce que je suis née ici, mais le monde, si on parle du globe terrestre, à mon avis, il ne devait pas avoir de nation. On est habitant de la Terre, donc je peux aller peu importe où parce que je suis un habitant de la Terre. Je ne suis pas brésilienne parce que, je vais dire entre guillemets, je ne suis pas brésilienne parce que dans ma culture, dans ce que je lis, dans ce que j'écoute, il y a des éléments brésiliens, oui, mais il y a des éléments français, il y a des éléments états-uniens, il y a des éléments entiers, il y a des éléments allemands, il y a des éléments... Donc, si on parle vraiment de nationalité, à partir du lieu qui on est, je pense que ça, c'est une chose vraiment insignifiante. Parce que ce que je suis, ce n'est pas déterminé à partir du lieu où je suis née. C'est à partir de ce qui me construit. Et je suis construite à partir de ce que je lis, de ce que j'écoute, de ce que je vois. Oui, c'est beau. Hein? Je pense que c'est ça le processus même. Hein? De se rencontrer. Et tu parlais tout à l'heure d'Aimé Césaire, il y a le livre hein? Cahier de retour au pays natal. Pays natal, j'ai ce livre, très difficile, mais j'adore. Oui, c'est compliqué à lire, mais c'est un peu ça, hein? Ces sentiments, surtout ces sentiments métis même, hein? De chercher tes origines, hein? Tu sais pas. Tu connais pas tes ancêtres, hein? Et voilà, c'est une quête constante hein? De qui tu es, qui tu dois être, et voilà. Et on est toujours en construction, je pense que je vais utiliser un terme d'Édouard Glissant, c'est pas exactement ça, mais il dit qu'on n'est pas quelque chose, on est en étant, ça veut dire, on est toujours en train de devenir quelque chose.
on n'est pas une chose fixe. Donc, quand je parle de nationalité, oui, je suis née au Brésil, ok. Le système me voit comme brésilienne, mais moi, je ne me vois pas que brésilienne. Je suis plusieurs choses. Je suis une chose qui, des fois, je ne sais pas me définir. Parce que qui se définit se limite. Je ne suis pas limitée. Oui. Ouais, super. Carole, on va revenir un petit peu là, mais j'aimerais savoir un peu de l'histoire même. Comment tu as commencé à étudier le français? Euh, Comment ça s'est passé? Quand est-ce qu'est apparue cette opportunité d'aller en Guadeloupe? Parce que c'est pas une chose facile de le faire non plus Ah ouais, c'est à très partir du difficile. Brésil, hein. C'est bizarre parce que c'est plus facile d'aller en France qu'aller en Guadeloupe, que c'est à côté du Brésil, hein. Tout à fait. Bon, raconte-nous un petit peu de ton histoire, ton parcours là, jusqu'à arriver en Guadeloupe. Ok, je vais essayer. Bon, mon rapport avec la langue française au départ était je peux dire, une relation toxique. Parce que toute ma vie, je n'avais pas envisagé d'étudier la langue française. La langue de mon cœur était l'espagnol, depuis mon enfance. Ni l'anglais, je déteste l'anglais jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est horrible de parler quand tu as une formation de linguiste. Je dis, je déteste cette langue. Je parle comme Carole, personne physique, mais en tant que linguiste, toutes les langues sont belles. Bon, elles sont bienvenues, là, mais belles, c'est trop. Oui, toutes les langues sont belles, etc. Et j'ai commencé à étudier le français à partir du moment où j'ai commencé ma licence en lettres français. Et j'ai décidé de faire la licence en lettres français parce que les cours étaient au matin. J'ai réussi aussi pour faire la licence en lettres italien. Mais l'italien était au soir. Donc, je suis une femme. J'ai fait ma licence à UF, qui c'est a Universidade Federal Fluminense, à Niterói. Maintenant, je continue à faire mon master là-bas. Donc, la nuit est un peu dangereuse parce que là-bas est un peu désert, etc. Donc, j'ai choisi le français, d'étudier le français, c'était seulement parce que les cours étaient au matin. Point. Et au fur et à mesure que j'étudiais le français, qui s'est passé le semestre, c'était vraiment un choc parce que au départ, tu sens que la langue est très difficile et une langue qui est vraiment, tu dis, cette langue est vraiment romaine parce que elle ne ressemble pas au portugais, c'est un peu ça. Et donc, il y a un moment que j'ai commencé à haïr la langue française. Ah, cette langue de merde, c'est difficile. Tu écris des mots et tu ne prononces pas ce qui est écrit, etc. Par contre, dans un moment donné, aussi, je pensais à modifier, de ne plus faire la licence en français, faire la licence en littérature. La licence en littérature, donc j'allais étudier littérature brésilienne et africaine. Par contre, une professeure, à l'époque, j'étais vraiment jeune, elle m'a dit de ne pas abandonner la langue française, de ne pas étudier les études en français. Et aussi, dans la même époque, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que la langue française, c'est une langue très importante pour ma formation académique, pour ma vie académique, parce que j'aimais vraiment la linguistique. J'aime encore. J'étais vraiment linguiste. J'envisageais faire mon master en sociolinguistique parce que c'est une discipline très importante de voir vraiment comment la langue fonctionne, de ne pas avoir les préjugés linguistiques. Il y a ce côté vraiment social et aussi militant dans la sociolinguistique. Et j'aimais beaucoup les variations, etc., de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, à cette époque-là, j'étais linguiste, j'étais vraiment linguiste et je détestais la littérature. Après, je vais revenir dans ce point.
Et donc, quand j'ai su que les pères de la linguistique moderne, Saussure, a écrit son livre, qui c'est le cours de linguistique générale, en français, quand je me suis arrêtée, je pensais, wow, la langue française va être très importante parce que si je suis linguiste, il faut que j'apprenne la langue française. Il faut que je lis dans l'original. Et donc, mon but a été de, oui, je vais apprendre la langue française parce que je veux lire les cours de linguistique générale en français. C'était mon objectif. J'ai lu les cours de linguistique générale en français, pas encore. J'ai lu des autres choses, des autres livres, mais les cours de linguistique générale, je n'ai pas lu. Donc, Oui. Non, l'important de l'utopie, c'est l'utopie, hein, c'est pas de la faire. Oui, exactement. Mais grâce à cette utopie que je suis ici en train de faire master en littérature francophone. Bon. Ouais. Et bon, après ça, je me suis j'ai dédié ma vie et mes études à la langue française. J'ai constaté que je ne voulais pas donner des cours de portugais. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Apprendre la langue française, c'est une chose que j'aime beaucoup. Par contre, enseigner la langue portugaise, c'est pas une chose qui me passionne. Je trouve l'enseignement de portugais très limité, vraiment, parce que quand on va à l'école, oui, il y a la lecture, etc., mais la majorité des fois, tu dois enseigner que des règles. Je sais qu'il y a des façons de changer ça. Par contre, la vie du professeur est une vie ingrate dans le sens que tu dois travailler en plusieurs écoles et donc tu n'as pas le temps vraiment de faire une chose différente. Donc, tu es toujours très occupé, donc tu vas faire ce qui est plus facile. Tu vas prendre les livres, tu vas donner, lisez les textes, faites l'exercice et voilà. Et donc, tu continues à perpétuer cet enseignement sans sens de la langue portugaise à cause d'un projet, je vais dire pas que c'est la cause du professeur, c'est un projet pour, comme je peux dire, pour faire des personnes, pour constituer des personnes qui sont seulement des main-d'œuvre, point. Malheureusement, l'école, elle forme des personnes qui sont que des main-d'œuvre. Donc, pour que l'éducation soit vraiment libératrice, le professeur doit avoir plus de temps pour préparer ses cours, doit travailler que dans une école pendant 2, 3 pour avoir une bonne vie. Si le professeur a plus de temps pour planifier ses cours, il va faire que ses élèves ont le contact avec comme je peux dire, la langue portugaise, qui c'est la langue de la réalité. Oui, on doit apprendre aux élèves les éléments importants, qui c'est la norma culta, je vais dire entre guillemets, le portugais standard, parce qu'il doit connaître les plusieurs registres de sa langue, mais aussi montrer à ses élèves que la langue portugaise qu'il parle, ce n'est pas incorrect. C'est la langue de la vraie vie et elle a aussi son importance. Donc, à partir de tout cela que je viens de dire, j'ai décidé que oui, enseigner le portugais, c'est pas vraiment ce qui me passionne. Donc, je vais me concentrer dans la langue française. Et je commençais à donner des cours de français depuis 2017. J'ai commencé ma licence en 2012. Je commençais à donner des cours de français en 2017, même si j'avais un peu de... Je me sentais un peu mal à l'aise parce que j'avais aussi ces sentiments, je n'étais pas privilégiée comme mes collègues qui ont vécu, qui ont habité en Europe, qui ses parents pouvaient leur payer un voyage à Paris, etc. Donc, quand j'ai commencé la fac, j'avais des collègues qui ont eu les privilèges d'étudier
dans une alliance française, des choses comme ça. Et ces collègues-là dont je parle sont des collègues blancs. Donc, il y a toujours ces privilèges blancs aussi d'avoir d'accès à les éléments culturels que nous, les moins défavorisés. Je suis une femme noire qui vient d'une famille modeste. Ma mère a connu la faim, etc., la misère. Et donc, c'est un autre contexte. Les langues que j'ai apprises quand j'étais adolescente, c'est parce que j'ai étudié dans une école de l'État qui donnait des cours de langue. C'était à FAETEC. Ici, les personnes de Rio de Janeiro connaissent. Donc, j'ai étudié l'espagnol à l'école, bien sûr, mais j'ai fait le cours de langue à FAETEC d'anglais et d'espagnol parce que mes parents n'avaient pas de moyens de me payer une couture anglaise, de cours célèbres d'espagnol, voilà. Donc, c'est pour cela aussi que je défends l'éducation publique parce que j'ai dit toujours, si je sais français, c'est parce que j'ai étudié dans une université publique. Ah, sans doute. Moi, inclus, hein, j'ai appris à la fac aussi. Exactement. Donc, c'est pour cela que l'éducation publique elle est très importante pour notre société. Et les gouvernants savent ça. Et c'est pour cela qu'on a toujours ce projet d'éliminer l'éducation publique pour que nous, les pauvres, pour que on n'ait pas de moyens d'améliorer notre vie. Parce que l'éducation, pour nous, les pauvres, à mon avis, c'est les moyens, je peux dire, parfaits pour la mobilité sociale. Il y a des autres moyens, oui, mais je crois que l'éducation elle est très importante. J'écoutais un podcast cette semaine avec un autre rappeur brésilien qui s'appelle Emicida. Ah ouais. Et il a dit justement que l'éducation pour les riches, c'est un choix. Ils peuvent choisir s'ils vont faire ou pas. Mais pour les pauvres, c'est une obligation, c'est un besoin. Exact. Parce que si on n'étudie pas, on va continuer dans la merde. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ouais. L'éducation, il y a des autres moyens de mobilité sociale, mais à mon avis, et c'est ça aussi que j'ai appris chez moi, c'est que l'éducation était le moyen d'avoir une vie meilleure. Et c'est pour cela que aussi que j'ai devenu professeur. Et je crois vraiment dans l'éducation. Et au fur et à mesure que j'étudiais le français, j'étudiais plusieurs choses. Et aussi, maintenant, je vais faire une petite pub de mon université à Louvre, parce que là-bas, c'est un lieu où j'ai eu l'occasion d'étudier la littérature antillaise, la littérature canadienne. Et malheureusement, dans la majorité des cours de licence de lettres, on n'étudie que la littérature française. Point, c'est tout, c'est le plus important. Le reste, pourquoi on doit étudier la littérature qui a été faite pour personne de l'Afrique? Et aussi l'approche, parce que ici, j'ai étudié à l'Université fédérale de Minas Gerais, il y avait quelques profs qui apportaient ces livres, mais l'approche, c'était toujours coloniale. C'est-à-dire, on va ouvrir une parenthèse, on va voir comment c'est la vie des pauvres noirs aux Antilles et tout, tu vois. C'est ce regard déjà plein de préjugés, c'est ce regard colonial européen vers la littérature. C'est pas la littérature comme littérature même. C'est la littérature comme un rapport que quelqu'un a fait de sa vie. Hein? Mais la littérature, oui, c'est un témoignage, donc c'est pas très important. C'est pas la littérature, c'est un témoignage de la vie des petits pauvres noirs partout au monde. C'était un peu ça. Tout à fait, c'est ça. Et c'est beau même, bravo à la fac. J'ai même envie d'y aller faire un stage, quoi. Oui, et un autre élément à ajouter, l'université à Louvre a été l'université pionnière des études francophones. C'est là-bas qu'il y a eu, si je ne me trompe pas, la première cours de spécialisation en littérature francophone. C'est là-bas qu'il y a eu les premiers masters en littérature francophone, etc.
Donc, je suis très ravie d'être une fille de l'UF parce que je crois que la formation que j'ai eue, je suis vraiment chanceuse parce que je sais même qu'il y a des universités incroyables qui ont des cours de français superbes. Il y a toujours ces regards coloniaux. Il y a toujours, on va étudier la littérature française, point, la littérature des Antilles, la littérature de l'Afrique, du Maghreb et des autres territoires. La littérature francophone, je vais dire de manière générale, n'est pas très importante. Vous devez connaître les canons. Ça, c'est le plus important. Le reste, c'est le reste. Et à cause de ça, on a des professeurs qui vont continuer à perpétuer ces regards coloniaux dans sa pratique pédagogique. Et ça, c'est malheureux, c'est horrible. Parce que je vais parler de moi en tant qu'élève pendant ma licence. Je ne me reconnaissais pas dans la littérature que j'ai étudiée, la littérature française. C'est la littérature des Blancs, de la vie des Blancs en Europe. Oui, il y a des écrivains qui sont extraordinaires. Je ne vais pas dire que la littérature française n'a aucune valeur. Ça, c'est un mensonge. Mais je préfère étudier une littérature que je me vois dedans. Et donc, c'est à partir de cela, quand j'ai eu le contact avec la littérature antillaise, que je me vu là-bas. Il y a eu une reconnaissance. Et c'est grâce à la littérature antillaise que j'ai laissé d'être linguiste. Et j'ai commencé, ouais, cette littérature est très intéressante. Je vais l'étudier. Et je me souviens que les premiers livres, pas les premiers, c'était un des livres qui m'a plus attiré mon attention, c'était le livre de Marie Kondo, Car Harry a pleuré. C'est un livre extraordinaire, qu'elle parle, entre guillemets, de son enfance, etc. Elle parle de l'école, aussi l'école un peu coloniale, et aussi de l'aliénation de ses parents, parce qu'elle était des parents noirs, mais elle était une classe moyenne. Et chez elle, il ne parlait pas créole. Donc, elle a connu la culture vraiment des Antilles hors de leur maison, hors de l'école. Et ce livre, il est très, très intéressant parce qu'il y a une phrase dans le livre que je me souviens bien, qu'elle a dit que les peaux noires et masques blancs a été écrit à elle. Et ça, pour moi, c'est incroyable, tu vois. Mais en fait, c'est très intéressant ça, cette relation que tu as dit, qui se ressemble des sentiments des Antillais avec ceux des Brésiliens afrodescendants. Parce que quand on lit au Brésil aussi, on a le sentiment qu'il a écrit à nous. Moi aussi, quand j'ai lu, j'ai dit, bon, hein, il parle ça pour moi même, putain. C'est le sentiment du métis même, dans un pays colonisé, quoi. Exact. Et ça, c'est pour cela que j'adore la littérature antillaise, la littérature africaine. Même s'il y a des éléments on ne partage pas, ça part de l'expérience d'être noir dans une société colonialiste, patriarcale, etc. Et ce processus, c'est tellement intéressant parce que je me suis découvert noir à travers la langue française. En fait, ça a été un peu la même chose. J'ai commencé à étudier le français parce que j'ai aimé la langue, beaucoup même, ça a été une passion. Mais je n'aimais pas les références. J'ai commencé à vraiment étudier et aimer quand j'ai commencé à découvrir ces mondes noirs dans la langue française, hein, ces côtés noirs. Et là, parce que je viens d'une famille, et ça c'est un phénomène brésilien, mes parents ils sont blancs au niveau brésilien, bien sûr, ils ne sont pas blancs européens. Ils sont plus blancs que moi. Ils peuvent être lus comme blancs dans notre société. Mais moi, non. Quand quelqu'un me voit, je suis métis, clairement. Métis, noir, hein, et tout. Donc, dans ma maison, je n'avais pas de référence noire. En fait, j'ai grandi en écoutant des blagues racistes, hein, de mon papa, de tout. C'était normal. Et pour moi, c'était normal jusqu'à ce que j'ai commencé à étudier des choses, me politiser et tout. Et donc, la langue française, elle m'a permis de me reconnaître
comme noir aussi, et de commencer à étudier ces thèmes de la négritude, de commencer à travers Aimé Césaire, bien sûr, j'ai vu le mouvement de négritude, après Fanon et tout ça. Donc, j'aurais pu accéder à ça à travers la langue portugaise, bien sûr, mais parce qu'il y a toute une histoire aussi de négritude dans la langue portugaise. Mais le chemin que j'ai fait, que ma vie m'a mené, ça a été à travers la langue française. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait un podcast en français, pas en portugais, parce que tous ces bagages de connaissances, je les ai accédés à travers le français, pas à travers le portugais. Il y a même des expressions que parfois je ne connais pas en portugais, je dois chercher et tout, hein. Donc, c'est comme tu as dit, hein, c'est cette chose de vivre, être un état même, hein, parce que... Oui, exactement. Et ça, c'est très intéressant que tu as mentionné sur ta famille. Moi, ouais, je me dis que je suis une femme noire, mais je suis métisse. Ma mère, elle est blanche, brésilienne. Son père était noir, mon grand-père, et mon père est noir. Donc, j'ai eu la chance d'être née noire. Et il y a cette question, quand on est dans une famille qui n'a pas une conscience raciale, on souffre et on apprend le racisme. Ma mère, elle a utilisé des produits d'assouplissement de des cheveux quand j'étais moins de 3 ans. Elle utilisait les produits d'assouplissement avec de la crème pour les cheveux et elle utilisait parce que, ok, ta fille est née avec les cheveux crépus, donc il faut utiliser de la chimique pour qu'il soit plus facile à peigner. Donc, ma mère, sans savoir, elle a été violente avec moi. J'ai souffert la violence depuis mon enfance. Quand mon frère est né, il a les cheveux moins crépus que les miens. Les gens disaient, son frère a un cheveu beaucoup mieux que les tiens, etc. Excuse-moi, ton frère a un cheveu beaucoup mieux que les tiens, voilà. Je disais, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais on se sentait, un enfant n'a pas les moyens de se protéger, hein. On sent que c'est notre faute même, hein. Mon papa, il disait ça aussi. Il dit, non, je n'ai pas ce problème. Ici au Brésil, on dit que mon cheveu, c'est bon. Ouais! Bon, n'est-ce pas? Bon, ça veut ce dire n'est pas crépus, ni les cheveux qui ont des boucles. Ce sont les cheveux lisses. Les cheveux bons, c'est les cheveux lisses. Voilà. Et donc, on grandit avec ces genres de violences. Moi aussi, j'étais vraiment raciste, je peux dire ça, parce que à cause de ce que j'écoutais, j'ai une tante de la partie de mon père, on a la même couleur de peau. Je l'écoutais dire, je ne vais pas me marier avec un homme noir, je n'aime pas les noirs, je vais me marier avec un gars blanc, etc. Donc, je reproduisais ces discours sans me rendre compte que c'était du racisme. Et l'univers, comme je peux dire, l'univers a fait quelque chose que mon premier copain était noir. Et mon dernier, qui c'est celui que je vais me marier, il est noir. Voilà, tu l'écoutes, tu l'as déjà proposé le mariage, hein, c'est fini. Mais on va se marier, hein. Et donc, et aussi, à partir du moment que j'ai commencé à avoir une conscience raciale, j'ai commencé à afrocentrer tout ce qui était dans ma vie. La musique que j'écoute, les choses que je lis, ma relation amoureuse. À partir du moment, j'ai dit, OK, je vais avoir une relation afrocentrée par rapport à tout ce que j'ai appris, etc. Tout ce que je lis, j'essaie toujours d'afrocentrer mes relations, mes rapports, mes lectures, ce que je lis, ce que j'écoute. Et ça, c'est cette question d'avoir conscience de sa négritude.
Oui. Et Et c'est de là qu'est parti le choix, la décision d'aller en Guadeloupe. Tu avais déjà cette idée ou tu es allé en Guadeloupe avant d'avoir cette pensée-là? non, comme j'ai dit, je n'avais pas les moyens parce qu'aller aux Antilles, c'est cher. Imagine maintenant, à l'époque, quand je suis allée, était cher. Imagine maintenant. Non, maintenant, c'est impossible. Ouais. Seulement si j'ai fait une cagnotte virtuelle, je ne sais pas. Mais bon, c'est vraiment complexe tout ça. Parce qu'à partir du moment que j'ai étudié la littérature des Antilles à l'université, que j'ai eu connaissance de quoi s'agissait les Antilles. Et aussi à partir de cela, j'ai eu plus conscience de ma négritude aussi. Maintenant, je vais raconter un peu comment a été fonctionné mon échange. J'étais en train de faire ma licence et tous les professeurs de français peuvent participer. C'est un programme du consulat français qui s'appelle Assistant de langue vivante. Et j'ai préparé mon dossier, etc. Quand on prépare le dossier, à mon époque, peut-être les choses sont changées. À mon époque, on pouvait choisir 3 lieux. Et donc, je pense que j'ai choisi 1 ou 2 territoires dans la France métropolitaine. Et un lieu était des Outre-mer, je pense. Je ne sais pas si j'ai choisi, en train de faire mon dossier, si j'avais choisi la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane. Je ne me souviens pas. Je t'avoue. Et le moment où j'ai passé les étapes, l'entretien, etc., quand j'ai reçu les mails que j'avais été, comment ça s'appelle, affectée en Guadeloupe, j'étais un peu, comment? Comment ça s'est passé? C'était un choc et en même temps, j'étais déçue. Pourquoi? Je vais t'expliquer. J'avais un copain en France métropolitaine. C'était un monsieur d'origine du Bénin. C'était un monsieur noir. Et donc, je voulais aller en France métropolitaine pour lui rencontrer, pour voir si notre relation allait marcher ou pas. Oui, c'était une relation juste virtuelle. Exact. Et on partageait beaucoup. C'était une relation très, très cool. Et donc, j'étais déçue à cause de ça, parce que je n'allais pas en France métropolitaine. Mais après, j'ai réfléchi sur cette occasion. J'ai dit, mais bon, j'ai eu la chance parce que ça fait partie de tout ce que j'étudie, de tout ce que je crois. Être affecté en Guadeloupe, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une chance. Donc, j'ai changé ma mentalité et j'ai dit, ouais, je vais en Guadeloupe. Et ce n'est pas un lieu que tout le monde connaisse. Quand les personnes vont, je vais en France, tout le monde veut aller à la France hexagonale, pas aux Outre-mer. Donc, en ce qui concerne mon vécu des professeurs et des personnes, ça a été vraiment la chance et ça a vraiment changé mon avis et a changé mon avis, ma vie et ce que je suis. Parce qu'au fur et à mesure que quand j'étais en Guadeloupe, j'ai vu que peut-être si j'étais en France métropolitaine, je ne serais pas heureuse comme j'étais en Guadeloupe. Parce que là-bas, j'étais avec des personnes noires. Je n'ai pas souffert aucun racisme. Parce qu'aussi, entre les personnes que j'habitais et aussi j'avais le contact, j'étais la plus claire. C'était ça aussi. C'était vraiment drôle pour moi. J'étais, ok, c'est une société. Oui, il y a la métissage là-bas, mais les personnes qui sont noires plus foncées, c'est plus habituel. Ça a été, pour moi, ça a été extraordinaire. Et
parler de la Guadeloupe, pour moi, c'est vraiment un moment de souvenir. Je suis allée en 2018 et j'ai resté jusqu'à 2019. J'ai passé 7 mois en Guadeloupe. Je travaillais dans 2 écoles en tant qu'assistante. Je travaillais au lycée de Bambridge, aux Abîmes, qui était en face chez moi. Et aussi, j'ai travaillé à DDH, qui c'est lycée Droits de l'Homme, à Petitbourg, qui c'est de l'autre côté de l'île. Et cette expérience en tant qu'assistante, de travailler, d'apprendre la langue portugaise, a été vraiment cool. J'ai beaucoup partagé avec les élèves, j'ai beaucoup montré comment fonctionne la culture brésilienne, etc. J'ai parlé des sujets importants sociaux sur le féminisme, sur cette question d'esclavage aussi. Et cette expérience dans l'école a été enrichissante aussi parce que les élèves étaient trop mignons avec moi. À la fin du cours de mon séjour, ils m'ont offert un boucle d'oreille avec les formats de la Guadeloupe. J'ai beaucoup aimé. C'est joli. Je garde jusqu'à aujourd'hui. Il y a la photo sur mon compte professionnel français de colonial. Là-bas, il y a la photo du boucle d'oreille. Et aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des Brésiliens là-bas. J'ai eu des élèves brésiliennes en Guadeloupe et ça a été pour moi incroyable. Ça c'était vraiment bon. Ça, je ne m'y attendais pas. Ouais, il y a une communauté de Brésiliens en Guadeloupe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des Brésiliens partout au monde. Où tu vas, peu importe, tu vas rencontrer des Brésiliens. C'est ça qui... En même temps, c'est bizarre, mais c'est trop incroyable. Et ça a été une expérience vraiment bonne parce que quand j'avais mal du pays, parce que je n'étais pas chez moi, je n'étais pas dans mon pays, je vais dire entre guillemets, écouter la langue portugaise, je mangeais de la nourriture brésilienne, ça a été... c'était vraiment bien. Et écouter la musique brésilienne aussi, il y avait des moments dans mon séjour que je passais des journées en train d'écouter de la musique brésilienne. Je faisais de tout pour manger de la nourriture brésilienne. Je faisais cachorro-quente chez moi. Je faisais je ne sais pas quoi chez moi, mais c'était, ok, ça c'est brésilien, voilà. Parce que ça me manquait. J'ai eu l'occasion d'acheter le soda de Guaraná, Fanta, là-bas. Ça existe, mais c'est horrible. C'est pas comme les sodas de Guaraná ici du Brésil. Là-bas, c'est un peu bizarre. Mon mal du pays, j'ai passé avec des films brésiliens. J'ai commencé à regarder tous les jours plusieurs films. Dans mon cas, c'était vraiment d'écouter de la musique et de la nourriture. Ça, c'est drôle. Et je parlais un peu de mon vécu d'assistante, etc. Mais en même temps, être aux Antilles, parce que aussi j'ai eu l'occasion de connaître la Martinique. Je passais le carnaval de 2019 là-bas. Ça a été très important pour moi en tant que professeur de français, en tant que personne, vraiment, parce que j'ai découvert je peux dire, une autre face de ma négritude. Comme je peux dire, je me suis devenue, je suis noire vraiment, j'ai découvert c'est de l'autre côté parce que j'étais aux Antilles. Et ça a été, pour moi, ça a été extraordinaire. Parce que, oui, je savais que j'étais noire. Ça se voit. Mais là-bas, quand j'ai eu le contact avec la négritude antillaise, qui a des éléments qui sont bien semblables à la nôtre, j'ai dit « Waouh !» Et je suis fière d'être noire. Et je suis fière de connaître cette culture qui a des éléments très importants. Et parler des Antilles, c'est vraiment
difficile en même temps parce que les Antilles me manquent beaucoup. Et maintenant, j'ai mal du pays, mais pour les Antilles, des fois, quand j'écoute, il y a deux musiques que quand j'écoute, je pleure immédiatement, qui c'est Papillon de Souhait, parce que dans cette musique, elle montre la Guadeloupe. Et la musique de Jojo et Lieutenant Nixon, qui s'appelle Aimé Césaire. Non, Aimé Césaire. Mais pas Aimé Césaire, l'écrivain. C'est Aimé Césaire. Je pense que c'est ça. Ah, parfait. Non, maintenant je doute. Non, la musique, je pense que c'est vraiment Aimé Césaire l'écrivain. Maintenant je doute. Non, oui, c'est ça. Et dans la vidéo de la musique, il y a des photos anciennes, des images anciennes de la Martinique. C'est vraiment beau. Et donc, quand j'écoute ces musiques et quand je vois la vidéo, je pleure. Parce que c'est comme si j'avais pas perdu, mais comme je peux dire, je me suis appropriée de cette terre, de cette culture. Je peux dire que les Antilles, c'est aussi mon pays. Même si je suis née ici, j'ai découvert un autre pays aux Antilles. Et ça, c'est une relation très forte. Je suis en train de ne pas pleurer. Je ne veux pas pleurer. Mais les Antilles me manquent énormément. La culture. Même si je suis toujours en train d'écouter, de lire, mais il me manque d'être là. Il me manque de voir l'arc-en-ciel. Il me manque de voir les gens, les personnes âgées en train de parler créole dans les bus. Et même si je ne comprends rien, mais les sons là-bas, les modes de vie des Antillais, c'est complètement différent. Ils ont un regard sur les temps, de fonction de temps vraiment différent de la nôtre. La vie là-bas, à partir de ce que j'ai vécu, c'est plus tranquille. Il y a des gens qui parlent, ah, les Antillais sont paresseux, etc. C'est pas ça. Ils ont une vision de la vie très différente de cette vision énergique et folle que nous avons ici. Et des productions, en fait, hein, exact. Capitalistes. Tout à fait. Je parle des personnes plus humbles, les personnes plus âgées, mais il y a des choses là-bas aussi qui fonctionnent vraiment différemment d'ici. Et je t'avoue que mon rêve, vraiment, c'est d'étudier, de faire mon doctorat en France métropolitaine. Ça, c'est... Mais c'est aussi de continuer à étudier les Antilles et de rester la fin de mes jours là-bas. Peut-être, oui, les Antilles, c'est le lieu où j'ai choisi de mourir. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si la vie va me donner ça, mais j'aimerais faire mes études en France, être professeur universitaire à l'Université des Antilles pour parler de la littérature française non, francophone des Antilles, de la langue créole et tout ça, et mourir là-bas. Pour moi, ça, c'est mon rêve. Voilà. Voilà. Seulement ça. Même si là-bas, il y a des cyclones, s'il y a des soucis d'eau, peu importe. Je veux vraiment habiter dans une maison qui a du gazon, faire mon jardin créole avec mes plantes, mes fruits. Je veux vivre un peu comme les ancêtres, comme les grands-mères là-bas. Bon, dis-le-moi quand tu seras là-bas que je vais te rendre visite. Ah ouais. Tu es déjà invité. Voilà. Bon, donc alors, tout ça, c'est très beau même de t'écouter. On voit qu'il y a vraiment cette passion dans ta voix et tout. Donc, quand tu es revenu, tu as décidé de créer la page Instagram.
français décolonial? Pas vraiment. La création de la page, elle est un peu récente. Je vais vous donner des dates plus spécifiques. Mais le but de créer cette page était vraiment de faire que les Brésiliens connaissent les Antilles. Parce que même si on est très proche géographiquement et culturellement, peu de gens connaissent les Antilles. Et ça, c'est triste parce que c'est une critique aussi que je vais faire. Malheureusement, à cause de notre colonisation et des autres aspects, on a toujours un regard à c'est quoi le noir, c'est quoi un pays de noirs, une civilisation noire. Ah, les États-Unis. On a toujours ce regard vers les États-Unis comme si tout ce que les États-Unis faisaient, c'était beau, la littérature, c'est meilleur que la nôtre. Et, ok, je vais étudier sur le féminisme. Je vais lire Audre Lorde, je vais lire Angela Davis. Et nous, je vais parler de nous et aussi des Antilles. On doit avoir des autres exemples. On doit aussi écouter des autres personnes, tu vois. Donc, mon but, la motivation était vraiment de, ok, les Brésiliens, vous devez aussi connaître les Antilles. Principalement les Brésiliens qui sont noirs. Vraiment, l'objectif, c'est de décoloniser les regards. Bon, je peux te dire déjà que tu en as un ici qui a déjà beaucoup appris aujourd'hui avec toi parce que et moi, parce que les choses que je savais sur les Antilles, je t'ai déjà dit, c'était juste très superficiel et tu m'as beaucoup aidé à avoir un regard plus vrai des relations et tout. Donc, c'est ça mon but, c'est vraiment faire que les Brésiliens connaissent les Antilles. Et c'est pour cela que j'ai fait plusieurs publications en portugais. La majorité des fois, c'est en portugais qu'en français, parce que je sais que la bonne majorité des personnes n'étudient pas le français, même si on a plusieurs personnes qui étudient cette langue. Et vraiment fait que les personnes qui ne sont pas des moyens universitaires connaissent les Antilles à partir de la littérature, de la musique. Par contre, la majorité des personnes que j'ai vues, qui suivent mon Instagram, sont des personnes des universitaires, sont des professeurs de français aussi. Donc, j'ai dit, ok, mais bon. Oui, ça commence. J'ai fait ce que je peux aussi. Mais c'est déjà important d'avoir des profs. Par exemple, j'ai vu que tu parles beaucoup de l'enseignement décolonial et ça, c'est un prof qui doit savoir ça. Hein? Est-ce que tu peux me parler un petit peu? C'est quoi exactement l'enseignement décolonial? Oui. Qu'est-ce que tu penses de cela? Oui. Pourquoi j'ai décidé aussi de donner ce nom de français décolonial? Parce que à partir de mon vécu en tant qu'étudiante de langue française et de professeur de français, j'ai vu que l'enseignement de français, c'est un enseignement qui est toujours centré dans la France métropolitaine. Quand on voit des publicités d'enseignement de français, des cours de français, c'est qu'on voit des éléments qui représentent cette culture, cette civilisation. Tour Eiffel, baguette, béret, vent, je ne sais pas quoi, etc. Toujours des clichés. Et ça ne montre pas la réalité de cette France. Ces jours-ci, j'ai eu l'occasion d'avoir de nouvelles élèves. Je lui ai montré la France qu'on apprend et la France réelle. La France réelle, elle a des personnes qui parlent en créole. La France réelle a des personnes
qui dansent les goka, qui dansent les zouk. Dans la France réelle, il y a des Amérindiens. Dans la France réelle, il y a des Noirs. Il y a des personnes qui portent les madras. Ça, c'est un tissu entier, mais qui est d'origine indienne, des personnes qui sont originaires d'Inde. Ça montre aussi cette diversité, cette créolisation culturelle. Donc, à partir de tous ces éléments et de cette France qu'elle est très puissante, qu'elle efface les Outre-mer, même, je suis bien sûre de ce que je vais dire, même les propres Français ne connaissent pas les Antilles. Ça, c'est une réalité. Je peux dire, je vais pas être modeste. Moi, je connais plus des Antilles que beaucoup de Français. Donc, ça, c'est incroyable parce que ce sont aussi des personnes de leur pays. Comment ils ne connaissent pas cette culture qui est très diversifiée? Je sais qu'on n'a pas comment connaître tout par rapport au monde parce que le monde est énorme. Mais aussi, ça fait partie de leur culture. Ah, mais plus que ça, hein, je pense que plus que connaître, on doit reconnaître. Hein? Exactement. Par exemple, moi, le Brésil, c'est énorme. Je ne suis jamais allé en Amazonie. Je ne suis jamais allé... Non, Amazonie, c'est trop. Je ne suis jamais allé au nord de mon État, par exemple. Mais je reconnais les cultures qui y existent, tu vois? Exact. Et parfois, il n'y a pas cette reconnaissance des cultures d'outre-mer. Oui. Il y a juste la reconnaissance territoriale, mais il n'y a pas la reconnaissance culturelle. Reconnaître ça comme partie de ma culture. Je suis français, là c'est la France, c'est ma culture aussi. Aussi, et je dois, comme je peux dire, la valoriser aussi. Et un autre aspect très important aussi, c'est que les Français métropolitains ont un regard très colonial envers les Antilles. Ah, ok, les Antilles, c'est quoi? Ah, les Antilles, c'est la nature, c'est les côtiers, c'est les plages, ce sont les plages. Là-bas, il y a du rhum. Là-bas, on passe les vacances. Les Antilles, pour une bonne partie des Français et pour les agences de voyage, c'est seulement une colonie de vacances. Point. Il y a un regard, malheureusement, encore aujourd'hui, exotiste, qui voit les Antilles seulement comme une colonie de vacances, un lieu qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de population. Et ça, c'est horrible parce que c'est un regard colonial. C'est un regard, les Blancs, ok, vous êtes là-bas pour nous servir, on est des Blancs, on a de l'argent, on va vers les Antilles, on va profiter de tout ce qu'il y a, on va profiter des femmes comme des objets sexuels aussi, parce que ça, c'est le regard du colonisateur. Et il n'a pas cette valorisation des Antilles. Et moi, en tant que professeur de français, et je connais tous ces aspects, je vais montrer un autre regard. C'est quoi la France? C'est quoi l'enseignement de français? C'est quoi la culture française? Je vais dire française parce que quand on parle française, on pense seulement la France d'Europe, tu vois? Et donc, à partir de tous ces points et ces indagations que j'ai fait à partir de ma pratique pédagogique, etc., j'ai décidé de faire cet Instagram professionnel pour montrer ce autre côté de la France et aussi pour promouvoir mes cours de langue française avec une approche décoloniale. Parfait, super. Bon, Carole, j'avais pensé aussi de parler un peu sur ton projet de master, l'étude que tu fais maintenant et tout, mais je pense qu'on va arriver à 2 heures d'épisode déjà. Je pense qu'il faut qu'on finisse. J'adore notre conversation. Pour moi, je continuerai à 4, 5 heures, mais je pense qu'à ceux qui nous écoutent, c'est peut-être qu'ils allaient nous lâcher avant ça. Donc, j'ai une idée, je vais te proposer après
quand tu finis tes études de master, tu me le dis. Et on va faire un Ah, épisode ok. juste avec ton thème des masters, si tu es d'accord. Ça serait Complètement. parfait. Ça, c'est bien. Voilà, donc on va laisser le côté littérature francophone pour la prochaine fois. Exact. Et je vais passer déjà aux dernières questions. Malheureusement, on doit finir. Euh, Et bon, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas fait pour le moment sur les Antilles, sur ta page et tout, que tu penses important de parler, mais que je n'ai pas posé? Tu as quelque chose à ajouter avant? Je ne sais pas. Et je t'avoue et j'avoue à tout le monde que j'ai préparé quelque chose à dire aussi pour répondre à tes questions. Mais on a passé pour plusieurs sujets. Mais je voudrais seulement ajouter une information très importante en ce qui concerne cette relation entre la France et les Antilles. Ce sont deux informations très importantes que j'invite aussi tout le monde qui a la curiosité de connaître un peu plus sur ça, de chercher sur l'Internet. C'est sur le scandale de chlordécone. C'est un sujet très important. Le scandale de? Chlordécone. Chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé aux Antilles depuis les années 70. Il a été interdit dans les années 80. Mais à l'époque qui a été interdit, ces pesticides a été déjà interdit d'être utilisé aux États-Unis parce qu'il y avait des études qui disaient qu'il était nuisible. Et encore aujourd'hui, la terre et l'eau des Antilles est contaminée pour cet pesticide qui a été utilisé dans les plantations de bananes. Et la France n'a pas encore payé pour ces crimes. Et tous les crimes, parce qu'il y a un dossier avec les témoins, etc., ce processus n'a pas eu comme je peux dire, un résultat. Et donc, ce processus judiciaire est entré dans un non-lieu. Donc, la France n'a pas payé pour ces crimes. Et encore aujourd'hui, un autre aspect, c'est que les habitants des Antilles, je pense plus en Martinique, les hommes ont une taxe, la taxe plus grande des cancers du prostate à cause de la contamination de chlordécone. Donc, quand j'ai dit que la colonisation a fini, mais le colonialisme existe encore aux Antilles, c'est un peu ça. Et l'année dernière, pour finir, en parlant de cette relation, tous les 10 mai, on est dans le mois de mai, il y a la Journée internationale de mémoire de la traite, de l'esclavage et de les abolitions, qui a été, ça c'est une date très importante, qui a surgi à partir de la votation de la loi Taubira, que Christiane Taubira, c'est une femme politique écrivaine de la Guyane, qui a presque devenu une candidate à la présidence, mais elle n'a pas eu de support, malheureusement. Donc, dans ces cas-là, on voit aussi elle est une femme noire. Pourquoi elle n'a pas réussi vraiment à être candidate à la présidence française? Bon. Et l'année dernière, je suis la date de commémoration, les événements et tout ça. Macron, comme il est le chef d'État, le président, il devait prononcer un discours dans cette date, dans cette célébration. Comme c'était l'année des élections, je pense, du commencement de la campagne électorale, il n'a rien prononcé dans cet événement qui est très important parce qu'à partir de la loi Taubira, que la France a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et dans cet événement en 2021, il n'a rien dit. Par contre, quelques années avant cette journée, il a fait un discours
dans l'événement qui a été la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, qui a rétabli l'esclavage en 1802 dans les Antilles, voilà. Donc, à partir de cela, qu'est-ce que je peux constater? Que la France, elle a encore un comportement colonialiste. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est préoccupant. À mon avis, c'est compliqué. Et ça... Bon, c'est encore cette lutte que les personnes continuent à participer pour améliorer cette France. Cette France qui est encore aujourd'hui colonialiste. Parfait. Bon, normalement, la fonction demande, Carole, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir le pain français de ceux qui nous écoutent? Donne-nous des références de lecture, écoute, film, ce que tu veux. Ouais, j'ai fait une petite liste. Parfait. Comme je suis une femme noire, je vais partager avec vous des lectures des femmes noires. D'abord, les livres. Je vais vous montrer, je ne sais pas si ça va apparaître dans l'édition, qui c'est Cartas à uma Negra, en portugais, mais en français c'est Lettres à une Noire, de Françoise Egat. C'est une écrivaine d'origine martiniquaise, qui elle écrit des lettres adressées à Carolina Maria de Jesus. Wow. Et ouais, ce livre est des années, a été publié dans les années 80, si je ne me trompe pas. Mais la histoire se passe dans les années 60. Et la narratrice du roman, elle connaît Carolina Maria de Jesus à partir de la lecture du Paris Match. Et au début du livre, la narratrice, je vais parler en português, diz: Pois é, Carolina, as misérias dos pobres do mundo inteiro se parecem como irmãs. Je peux traduire. N'est-ce pas, Carolina? La misère des pauvres du monde entier se ressemble comme des sœurs. Donc, c'est un livre extraordinaire parce que ça parle de la relation coloniale, du vécu des Antillais dans la France métropolitaine dans les années 60, parle un peu du début du Boom-et-Dom, qui a été une stratégie politique pour faire que les Antillais ou les Guyanais sortaient de ce territoire pour habiter en France, pour avoir une vie meilleure. Mais ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'une bonne partie de ces personnes-là ont travaillé dans les travaux que les Français blancs métropolitains ne voulaient pas exercer. C'était des femmes de ménage, qui se travaillaient à la campagne. Donc, le travail qui était dévalorisé, je vais dire de cette manière. Donc, ce livre montre beaucoup cette relation de force. Je l'aime vraiment. Il est extraordinaire. Un autre livre, c'est Marie Scondé. Elle a des traductions au Brésil aussi. Et je crois que cette année-là va sortir la traduction de Cœur et à pleurer. C'est le livre c'est le premier que j'ai lu de Marie Scondé. Donc, c'est très intéressant. Et c'est très important pour moi. Et ici, dit souvenir de mon enfance. Donc, je crois que les faits sont réels. Un autre livre, c'est Volcanique, Anthologie du plaisir. Ce livre, c'est extraordinaire parce que là-bas, il y a plusieurs petits contes de femmes noires de plusieurs lieux du monde qui parlent sur l'expérience du plaisir des femmes. Donc, je crois que ce livre est extraordinaire. Et là-bas, il y a des textes de Fabienne Canor, qui c'est une écrivaine née en France des pères martiniquais, aussi de Gaëlle Octavia, qu'elle est née en Fort-de-France, et aussi de l'écrivaine qui j'ai fait des recherches au master, qui c'est Gisèle Pineau. C'est une écrivaine
qui est né à Paris des parents guadeloupéens. Et pour finir, aussi une écrivaine de Guadeloupe qui c'est Dominique Desblaine. Je pense que c'est un poème ou c'est un livre, Paroles d'une île vagabonde. Ça aussi sont mes sont les lectures que je voulais partager avec vous. Pour des films, Gang des Antillais, c'est un film que vous pouvez trouver sur Netflix. Il se passe dans les Antilles, dans la France, à l'époque du boom d'hommes, donc ça va expliquer un peu le contexte des années 60. J'aime beaucoup ces films. Et aussi La rue Casse-Nègre. La rue Casse-Nègre, c'est une adaptation d'un livre qui c'est un canon de la littérature antillaise, qui c'est Le rue Casse-Nègre de Joseph Zobel. Donc, il y a l'adaptation des films et aussi des bandes dessinées. Je l'aime, c'est un film vraiment touchant. Et pour finir, comme on a beaucoup parlé de la musique, je vous conseille d'écouter Malavoie. Malavoie, c'est un groupe de musiciens de la Martinique. Je pense que comme, je ne sais pas, je suis un peu âgée en ce qui concerne mon goût musical. J'aime beaucoup de musiques qui ont beaucoup d'instruments musicaux, d'orchestre, des choses comme ça. Si vous aimez la musique classique, vous allez aimer Malavoie. C'est un peu ça. Et les musiques aussi sont créoles. Et pour finir, parce que j'ai beaucoup parlé, Cassave. Vous devez écouter Cassave. Principalement, on place ça no médicament no lit. C'est incroyable, c'est parfait. Et écoutez tous les albums de Malavoie, tous les albums de Cassave, parce que ce sont des œuvres d'art, vraiment. Parfait. Voilà, toute une liste des culturelles guadeloupéennes, martiniquaises, antillaises. Voilà. Parfait. Bon, vraiment merci, Carole. Merci beaucoup même d'avoir accepté l'invitation. J'ai adoré notre conversation. Je l'ai trouvée très enrichissante personnellement et je pense que pour ceux qui nous écoutent aussi. Vraiment, merci beaucoup pour ta disponibilité, pour ton ouverture d'esprit et on va se revoir dans le prochain épisode là pour parler de la littérature francophone antillaise. Parfait. C'est moi que te remercie de l'invitation. J'ai beaucoup aimé. Et comme je pense que tout le monde a perçu, hein, on pouvait passer des heures et des heures et des heures et des heures en train de parler des Antilles, de l'histoire, de la littérature, de la culture. Et voilà, c'est ma passion. Et j'aimerais aussi que tout le monde ait un petit peu de cet amour que j'ai pour les Antilles. Donc, je vous conseille vraiment de lire, de connaître, d'écouter, de consommer de la littérature, de la musique, des films, des séries, des Antilles, parce que ça va vous apporter une autre vision du monde. C'est très important d'avoir ce regard ouvert vers la diversité. Parfait. Et c'est ça peut-être le travail des profs, hein? C'est partager les amours. Hein? Exactement, tout à fait. Voilà, donc merci pour partager un petit peu de ton amour avec nous. Et bon, pour ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @ponfrancespodcast. Suivez aussi @françaisdecolonial. On va bien sûr taguer la page sur les contenus exclusifs et complémentaires qu'on fait toutes les semaines après la sortie de l'épisode. Et voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Salut. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.